Dans le cadre de cette semaine qui s'attache à décrypter les enjeux et les thèmes propres à la campagne présidentielle, je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur l'épineuse question des rapports entre compétences et pouvoir, en réécoutant une émission qui avait été enregistrée en janvier dernier, en janvier 2012, avec Monique Dixot, sur la notion de philosophe roi, dans le cadre d'une semaine consacrée à la République de Platon. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor et Ivy Paolo Antonacci, ni sans François Connac cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la technique, Clément Datet. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nodelman pour le journal de la philosophie. François recevra aujourd'hui Camille de Vulpillère pour son livre « Dis bonjour à la dame » paru aux éditions Flammarion. Troisième temps pour nous de notre semaine en terre platonicienne au sein de la République de Platon. Il est temps aujourd'hui de s'interroger sur le statut de ceux qui, sortis de la caverne, parviennent à regarder le soleil en face sans se brûler les yeux. Ceux-là, Socrate les nomme philosophes, détenteurs d'un savoir qui échappe à ceux qui, ligotés au fond de la caverne, prennent les ombres d'objets pour la réalité. Le philosophe serait donc celui qui, s'élevant au-dessus du reste des hommes, peut contempler la vérité en face, courageusement, et peu à peu, à mesure qu'il se défait de ses habitudes d'homme ignorant, sereinement. Mais la grande force du texte de la République, c'est de ne pas s'arrêter là. Loin de faire du philosophe un sage contemplatif réfugié dans sa tour d'ivoire, Socrate indique que le philosophe, celui qui sait, doit retourner dans la caverne. Il se doit de redescendre parmi le tumulte des ombres et des hommes afin de mettre en œuvre son savoir au service de la cité. Mais comment la rencontre entre sagesse et pouvoir politique est-elle possible? Et en quoi le philosophe est-il particulièrement apte à gouverner? Aujourd'hui, c'est la philosophe Monique Dixot qui vient nous expliquer en quel sens, chez Platon, le philosophe est un roi. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, you say it's true. Bonjour Monique Dixot. Bienvenue sur les Nouveaux Chemins et bienvenue pour cette donc troisième émission consacrée à la République de Platon. C'est avec vous donc que nous allons parler de cette notion de philosophe roi qui est telle qu'on la trouve au sein des différents livres qui constituent la République de Platon. Qu'est-ce que ça veut dire un philosophe roi? Est-ce qu'un philosophe peut être roi? Je ne peux pas vous le dire parce que ça n'est jamais dans Platon. Voilà, précisément. C'est une expression qui est totalement absente de la République. Le mot est absent, ce qui serait pas grave, mais la chose est absente aussi, ce qui est quand même plus ennuyeux. Donc, ce que Platon dit, c'est que les philosophes doivent gouverner, et une fois, il dit, doivent régner, au lieu de dire gouverner. Effectivement, c'est de là qu'on a tiré l'expression philosophe roi. Donc, ce que je peux essayer de comprendre en vous l'expliquant et de faire comprendre si j'y arrive, c'est pourquoi, selon Platon, les philosophes doivent gouverner. Here's your part of the deal, cuz. Laid a secret on me, a man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Évidemment, je crois que pour le comprendre, il faut d'abord comprendre deux choses. Alors, la première chose, c'est retourner très rapidement, parce que je sais qu'il en est des questions hier, me semble-t-il, retourner à la République. La République, c'est pas du tout un mythe métaphysique, ou une allégorie, si vous voulez. Enfin, je tiens pas tellement à la différence entre les deux. C'est
la signification de la caverne est beaucoup moins métaphysique que politique, précisément. Parce que ce qui enchaîne les prisonniers, c'est une espèce de servitude volontaire, en fait. Ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas penser, ils vont changer. Bon, ils peuvent prendre aucune initiative, ils sont fascinés par un spectacle. Ce spectacle, ce sont des ombres d'objets fabriqués. Et ces objets fabriqués, ce sont des hommes. C'est d'ailleurs le seul moment où il est question d'hommes dans le récit de la caverne. Ce sont des hommes qui, défilant derrière le petit mur qui est derrière eux, font défiler justement des figurines fabriquées. Des figurines de quoi, d'abord? Mais alors, de choses, d'animaux, de vivants, de tout ce que vous voulez. Mais surtout, des images fabriquées de la sagesse, par exemple, de la beauté, du bonheur, de la mort. Autrement dit, au lieu d'avoir affaire aux réalités de toutes ces choses-là, les prisonniers ne voient que l'image qu'en ont fabriqué un certain nombre d'hommes. Quels hommes? Tous ceux qui ont la parole, en fait. Alors, les sophistes, comme on disait du temps de Platon, les poètes. Et les poètes en particulier sont très dangereux parce qu'ils donnent aux hommes, et je dirais à notre époque, comme à l'époque de Platon, beaucoup les chansons le font aussi, le font surtout, une image du bonheur. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Mais au lieu de se poser la question et de chercher à définir ce que ça peut bien représenter, et d'essayer d'avoir affaire à une réalité, on sait bien que la plupart du temps, nous tous, nous n'avons affaire qu'aux images qu'on nous projette. Et maintenant, les images qu'on nous projette, il y en a partout. N'importe quelle image publicitaire, n'importe quelle image à la télévision, n'importe quel film, etc., nous donne des images de ce qui est censé être le bonheur. On sait bien que ça ne nous nourrit pas, que ça ne nous rend pas heureux, que ça ne nous suffit pas. Donc, qu'est-ce que c'est que la caverne? C'est le fait c'est d'être enchaîné, de ne jamais avoir affaire à la réalité, mais seulement à des simulacres. Et par conséquent, qu'est-ce qui nous enchaîne comme ça? Eh bien, notre absence, en fait, de désir d'en savoir plus, et notre absence de courage, c'est-à-dire courage de sortir. Et qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est celui qui va essayer, je dis bien, d'avoir affaire à la réalité. Mais alors justement, dans ce que vous venez de dire, Monique Dixot, on comprend bien, même par rapport à ce qu'on a pu dire hier avec Marwan Rached, lorsque nous nous sommes arrêtés plus précisément sur cette allégorie de la caverne, que la réalité que voient les hommes enchaînés, nous avions dit que cette réalité était en fait l'ombre d'objets qui défilent derrière eux et dont la lumière d'un feu viendrait projeter donc cette ombre sur la paroi que les gens ont en face d'eux. Que cette réalité-là n'est pas seulement matérielle. Lorsqu'on parle d'ombre d'objets, on a l'impression qu'on parle d'une réalité matérielle. Exactement, comme quand on parle d'images, on croit que ce sont des images visuelles. Alors qu'en réalité, c'est aussi la réalité des idées. Vous parlez de bonheur, Pas du tout, pardon. Les images sont des images fabriquées par la parole. C'est pour ça que j'ai parlé les poètes, les faux philosophes, si vous voulez, les journalistes de l'époque, les sophistes, etc. Donc, les images sont surtout... Platon parle d'images parlées, la plupart du temps. L'expression est de lui, image parlée. Et justement, le mythe de la caverne a ceci de différent d'avec ce que peut dire Platon, par exemple, dans la ligne de la fin du livre 6, quand il trace cette ligne où on va des images aux réalités intelligibles, aux idées. La grande différence de la caverne, c'est que la réalité, elle est dehors. Elle est mise dehors, littéralement. Et les ombres que voient les hommes projetées sur la caverne n'ont rien à voir avec cette réalité. Ce ne sont pas les ombres ou les images des réalités qui seraient les idées. Les idées, elles sont absentes. C'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est un monde carcéral. C'est le monde de l'opinion, de la croyance, des mots vides, de ce langage privé de sens. Ce qu'on oublie souvent dans la caverne et qui me paraît une des choses les plus intéressantes, c'est d'une part que le prisonnier enchaîné ne voit de lui-même qu'une ombre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas accès à sa propre réalité, mais que d'autre part, il entend autant qu'il voit. Et ce qu'il entend, Platon dit que ce sont les échos répercutés
de ceux qui sont derrière le petit mur, loin derrière lui. C'est eux qui ont la parole, hein, ce sont eux qui ont la parole. Mais il les attribue aux ombres qui défilent, donc y compris à lui-même, puisqu'il est une des ombres qui défilent sur la paroi. Et par conséquent, tout ce qu'il entend, quand les gens parlent, croient parler ou croient écouter d'autres gens qui parlent, en fait, ils ont tous affaire à des ventriloques. Ils ne font que répéter les mots qu'on a mis dans leur bouche. Et ce que dit Platon est étonnant, parce que c'est un diagnostic de notre modernité, comme je n'en connais pas d'autres. Vous entendez les gens parler, on voit bien il y a une expression, je pourrais donner un seul exemple, parce que à chaque fois elle me frappe. Quelqu'un, un fait divers, quelqu'un a un malheur épouvantable, perd quelqu'un qu'il aime, et on dit, lui-même dit, il faut que je fasse mon deuil. Ça veut rien dire, faire son deuil. Ça veut rien dire si on n'a pas lu Freud, parce que chez Freud, ça veut dire quelque chose. Mais autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut que j'arrive à me consoler, il faut que j'arrive à oublier, il faut que je recommence à vivre. Non. Il dit faire son deuil, parce que ça fait bien, c'est une expression qu'il a tout le temps entendue. Ce langage privé de sens, c'est exactement ce que voudrait faire cesser le philosophe, faire qu'enfin les mots commencent à vouloir dire quelque chose et que les gens réfléchissent un peu avant de parler. C'est quand même un désir bien pardonnable. Alors vous faites, Monique Dixot, de ce monde propre à la caverne, une image peut-être, en tout cas une bonne façon d'appréhender le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que, bien que vous écoutez, c'est ce que vous dit dites. Platon. Ils sont semblables à nous. Platon, ils sont semblables à nous, mais Platon ne vivait pas aujourd'hui. Et surtout, la différence peut-être avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que nous ne faisons pas, en tout cas, si on reste dans le discours du on, dans le discours ambiant, on ne pense pas que le philosophe soit absolument indispensable à la cité. On est plutôt dans une société qui essaye de séparer d'un côté ceux qui savent, ceux qui sont sages, disons, détenteurs de la sagesse, et de l'autre, ceux qui gouvernent, ceux qui sont dans l'univers politique. Or, précisément, Platon pense, et c'est le sens de cette expression de philosophe roi, même si elle ne figure pas dans le texte de Platon, c'est d'essayer de pointer cette association-là entre, d'un côté, ceux qui savent, et de l'autre, ceux qui exercent le pouvoir. C'est pourquoi je disais en commençant que pour pouvoir peut-être comprendre cela, il faut d'une part retourner à la caverne et comprendre ce qui nous enchaîne, et que ce qui peut peut-être nous permettre de sortir, et d'autre part comprendre ce qu'est un philosophe pour Platon. Alors évidemment, c'est tout le début du livre 6, c'est les 3/4 du livre 6. Sur les 3/4 du livre 6, très peu de commentateurs parlent, on a l'impression qu'ils n'ont rien à en dire. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup à en dire. Mais l'essentiel, et là encore la caverne peut le faire comprendre très vite en images, c'est que le philosophe est justement celui qui, ayant affaire à la réalité, va parler un langage qui aura un sens, ou qui essaiera d'en avoir un. Mais un philosophe, ça n'est pas celui qui parle au nom de ce qu'il sait, et ça n'est pas non plus quelqu'un qui gouverne au nom d'un savoir qu'il posséderait tout fait, ou qu'on lui aurait enseigné, je ne sais pas, à l'école des sciences politiques ou je ne sais où. C'est quelqu'un qui parle à partir de ce qu'il comprend, et c'est différent, ou de ce qu'il essaie de comprendre. Et ce qu'il essaie de comprendre, là encore, c'est la réalité. Encore une fois, la réalité. Par exemple, le but, dit Platon, de la cité, c'est que tous les citoyens, philosophes compris, mais aussi bien artisans, etc., mais philosophes compris, pourquoi? Parce que eux ne le sont justement pas, dans aucune cité existante, soient heureux. Le bonheur, c'est le but de la cité, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour Platon. Seulement, encore faut-il savoir ce qui peut rendre heureux un homme, et pour savoir ce qui peut rendre heureux un homme, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un homme. Alors, donc on va passer comme ça de question en question, et c'est ça un philosophe, c'est celui qui encore une fois ne va pas arriver avec des règles toutes faites à partir d'un savoir déjà constitué, mais qui va continuer à essayer de comprendre. Reste à savoir si c'est ce qui distingue le philosophe des autres hommes ou le philosophe des intellectuels, puisque le philosophe est un intellectuel d'un type bien particulier. Je vous propose d'écouter Sartre sur le sujet, qui a quelque chose à en dire. Écoutez. L'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail, et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il le fasse, ce travail. Parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ses contradictions. C'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ces contradictions, à la fois
à l'intérieur de lui-même, parce qu'il ne se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles qu'on a prétendu qu'il faisait, à ce moment-là, il est intellectuel, et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Monique Dixot-Sartre, ici dans cet entretien avec Claude Lanzmann et Madeleine Gobey sur la chaîne de télévision Radio-Canada en 1967, pointe cette double contradiction de l'intellectuel, et il dit une chose qui est très intéressante, qui est que la société a constitué l'intellectuel comme un monstre. Et il semble reprendre à son compte cette ostracisme, en tout cas cette exclusion de l'intellectuel au sein de la cité, ce dont il souffre, mais à la fois ce qui a l'air de le consacrer comme étant indispensable en retour à la cité elle-même. Et ce double mouvement, il me semble, permet bien de distinguer à la fois le rôle de l'intellectuel en général dans la cité, mais aussi la distinction entre l'intellectuel et le philosophe, puisque ce que dit Sartre, est-ce que ça s'applique aux intellectuels ou est-ce que ça s'applique aux philosophes précisément? Je crois que, si vous voulez, ce intellectuel est un terme qui n'a de sens que dans un certain contexte, à certaines dates. Il n'y avait pas d'intellectuel au XVIIe siècle, si vous voulez. Bon, au Moyen-Âge, il y avait des clercs, après, il y avait... Bon. Et c'est un terme qui, je crois, a disparu. Je pense qu'il n'y a pas plus d'intellectuels de nos jours qu'il n'y en avait dans l'Athènes du Ve siècle. Hein. Bon. Alors, je sais pas, je peux continuer là-dessus, mais j'avoue que c'est pas tellement ça qui me semble important. Ce qui me semble important, c'est le terme qu'a employé Sartre, à savoir, il dit l'intellectuel est un métier. Alors, je crois que c'est ça l'énorme différence. Évidemment, chez Platon, c'est pas un métier. D'abord, parce qu'aucun homme libre n'avait de métier. Ceux qui avaient des métiers, c'était pas noble d'avoir un métier, si vous voulez. Sauf d'être nourricier, sauf de nourrir les autres. Ça oui, mais autrement non. Alors, chez Platon, ce n'est pas un métier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui constitue la nature du philosophe? Je crois que c'est ça. Ça n'est pas une supériorité. Et je crois que c'est ça le grand contresens qu'on fait en général sur Platon. C'est pas une supériorité intellectuelle, encore moins biologique. Bon, c'est la différence de proportion, d'équilibre, de structure de son âme entre les désirs. Je veux dire, chaque âme humaine, et c'est dans la République justement qu'il y a cette image des forces qui travaillent l'âme et qui s'opposent en elle, ce qu'on appelle la tripartition, c'est une manière commode de se débarrasser. Platon, il a coupé l'âme en 3 morceaux. C'est pas exactement ça, d'ailleurs c'est pas comme ça que c'est découvert quand des forces s'opposent les unes aux autres. Bon. Donc il y en a 3 qui s'opposent. Enfin, une qui se met au service tantôt de l'une et tantôt de l'autre. En fait, il y en a vraiment que 2. Il y a ce désir illimité d'avoir, de posséder. Alors plus de pouvoir, plus d'argent. Parce qu'il n'y a que le pouvoir et l'argent qui peuvent être illimités. Désir d'avoir de la nourriture, vous n'avez pas même du vin, je veux dire, à un moment vous serez obligé de vous arrêter. Hein. Bon. Mais l'argent, non, vous n'êtes jamais obligé de vous arrêter. Là, Platon l'avait déjà compris. Hein. Bon, pourquoi? Parce que c'est là encore un simulacre. C'est rien, l'argent. C'est du fantasme. Enfin. Bon, donc ça peut continuer à l'infini. Bon, alors il y a ce désir-là, désir de posséder, ce qu'il appelle la pléonexia, en avoir plus, en avoir encore. Et puis il y a le désir d'apprendre, de comprendre, de vérité. Hein. De vérité, c'est-à-dire de vraie réalité, précisément. Et ces deux-là, ils se combattent forcément. Alors, qu'est-ce que c'est que le philosophe et pourquoi est-il rare? Eh bien, parce que en lui, ce désir de vérité prédomine entièrement, domine sur tous les autres. Bon. C'est rare, c'est-à-dire que tout le monde a le désir d'apprendre, de comprendre, de vérité. Mais il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à passer leur vie à ça et à subordonner tous les autres désirs. Je veux dire. Bon, par conséquent, le philosophe, c'est, si vous voulez, celui qui a une espèce de passion bizarre, comme ça, qui est de vouloir savoir ce qu'il en est en vérité de ce dont on lui parle, de ce qui existe. Bon. Et comme ça le définit, il en a lui non plus jamais fini, parce que de la réalité, des réalités, il y en a beaucoup, et puis elles se présentent sous des formes différentes. Il faut arriver à savoir exactement à quoi on a affaire à chaque fois.
Donc c'est ce désir-là qui le rend différent. Mais c'est aussi ce désir-là et le fait qu'il soit précisément soumis à la réalité vraie, qui cherche les vraies articulations entre les différentes réalités, etc. C'est le fait d'obéir à quelque chose qui lui donne l'autorité, ou le droit, si vous préférez, de gouverner ou de commander. Mais est-ce que ce désir de vérité, de compréhension des mécanismes des choses est compatible avec l'exercice du pouvoir et avec l'univers politique qui, lui, ne fonctionne pas selon ces mécanismes-là? C'est pas il n'est pas compatible, si vous voulez. Il est, pour Platon, la seule possibilité. Alors ça, c'est la vérité du livre 8, qui est un livre de la République, qui est un livre tout à fait extraordinaire. La possibilité d'échapper à la tyrannie. Quand Platon examine les différentes formes de régime politique, il en examine 4, bon, peu importe, mais toutes, sauf celle évidemment qu'il a mise de côté, sauf la Constitution qu'il a mise de côté, d'ailleurs qu'il vient de tracer en parole, qui n'existe pas encore en tout cas. Bon, tous les régimes politiques existants, qui ont une des 4 structures qui viennent de définir, démocratique, oligarchie, etc., elles vont toutes vers la tyrannie. Le 4e et dernier régime, c'est la tyrannie. Et toutes ont comme horizon la tyrannie. Elles sont plus ou moins proches, mais c'est tout. Elles n'ont pas d'autre avenir, elles ne peuvent pas aller ailleurs. Bon, il n'y a qu'une possibilité d'échapper. Et pourquoi ? Parce que précisément, ce désir d'avoir, dont je parlais tout à l'heure, c'est le plus fort dans la majorité des hommes. Et c'est ça qui fait que... c'est pas l'économie qui est toute puissante, c'est le fait que dans l'homme, en tant que tel, il y a un désir de posséder, un désir d'avoir plus, etc. C'est ça qui donne sa puissance à l'économie. L'économie toute seule ne serait pas puissante. Hein, je veux dire. Bon, alors, c'est pour ça que la tyrannie est inéluctable. Oui, mais reste à savoir justement du coup l'impact que peut avoir ce désir de vérité sur les autres désirs. Qu'est-ce que... en principe, quand un désir est plus fort, il domine. Hein. Donc, dans le philosophe, il n'y a pas de problème. C'est ça sa nature. C'est que le désir d'apprendre, de comprendre l'intensité. Ce désir, il est quand même pas seul à l'avoir. Encore une fois, il est partagé par tout homme. Tout homme a envie de comprendre quand même un peu. Quand vous allez chez le médecin, vous avez quand même envie, pas seulement qu'il vous ordonne de prendre tel médicament, vous explique un tout petit peu quand même ce que vous avez, quoi. Bon. Donc, tout homme a envie d'apprendre, mais ce désir est subordonné à bien d'autres choses qui paraissent plus importantes. Bon. Le philosophe va pas demander... alors, évidemment, c'est là qu'on a parlé de tyrannie, de tout ce que vous voulez. Justement, il sait bien que son désir à lui ne peut pas être partagé par tous. Mais ce qu'il peut faire, c'est essayer de trouver un moyen d'organiser la cité de telle façon que chacun soit heureux. Qu'est-ce que ça veut dire, soit heureux ? Ça veut dire que chacun soit heureux d'être ce qu'il est et de faire bien, mieux que les autres, ce qu'il fait. On parlait hier, j'ai entendu, de faire de bonnes chaussures, ou avant-hier, je ne sais plus. Bon, c'est bien de faire de bonnes chaussures, et si on est capable de faire de bonnes chaussures, il n'y a pas de raison d'abandonner ça pour aller chanter des chansons mal. Mais ce qui pose quand même le problème, Onidixio, de la compatibilité entre d'un côté une quête ou un désir d'une vérité, du bien avec un B majuscule, et de l'autre, de ce qui est bien pour chacun. On a là 2 univers différents, 2 plans de réflexion différents, qui ne peuvent que rentrer en conflit au sein de l'exercice la seule manière de les faire politique. rentrer, de faire cesser le conflit, c'est ce que Platon appelle, ce qu'on traduit par éducation, mais c'est très exactement la culture. La République, c'est avant tout la proposition d'une nouvelle culture, d'une nouvelle forme de culture. C'est ça la République. Ce qui enchaîne les hommes dans la caverne, Platon le dit, c'est la paille de ciel, l'absence de paille, l'absence de culture. Il faut une autre culture, donc une autre éducation. C'est d'abord un programme d'éducation, la République. Après ça, c'est un modèle de cité parfaite, mais ce modèle, c'est pas un programme, c'est un modèle à quoi on peut se référer. Mais sans plus. Écoutez-moi, je vous en supplie. Parfois, vous me faites peur avec vos idées. Vous croyez qu'il y a des absolus sur le plan moral ? J'en suis intimement persuadé. Je ne suis pas d'accord. Il a tué des innocents sans état d'âme. Il en tuera encore. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer.
L'idiot du village aboutirait aussi à cette conclusion. Pas besoin d'être un prix Nobel. Tous les dictateurs du monde ont toujours défendu leurs mesures oppressives. Dans ce cas, c'est justifié. C'est même impératif. D'après qui? D'après moi, Monsieur le Président. Consultez d'autres collaborateurs, ils vous diront la même chose. Je me méfie des accords de groupe. Non, non. Ça ne concerne que vous. Vous seul. C'est votre décision. Et soit dit en passant, c'est une question de légitime défense. Si on le laisse venir, on aura plusieurs options. Si on annule son voyage, on n'en aura plus aucune. C'est la seule chose qui importe en ce moment. Il y a des absolus sur le plan moral. Passez votre coup de fil. Merci, Monsieur le Président. Monique Dix, connaissez-vous la série À la Maison Blanche? Oui, très très bien. Alors, vous connaissez donc le président, Jed Bartlett, qui est donc son secrétaire d'État, qui s'appelle McGarry, qui là sont en pleine discussion pour savoir s'il faut faire assassiner un terroriste qui prévoit des attentats contre les États-Unis, mais qui est lui-même ministre d'un pays du Golfe. Et donc le secrétaire d'État qu'on a entendu est pour cette intervention, cet assassinat. Le président est contre, au nom, dit-il, d'absolu sur le plan moral. Et il me semble que cette scène-là donne précisément à entendre le genre de conflit qu'il peut y avoir lorsque nous raisonnons sur deux registres différents. D'un côté, celui de l'idée du bien, de ce désir de vérité, et de l'autre, celui des affaires pratiques, humaines, qui sont celles qui surgissent dès lors que l'homme vit en société. Alors vous avez dit juste avant, mais c'est l'éducation qui peut permettre aux hommes d'atteindre, de faire se retrouver ces deux plans-là. Mais la question se pose quand même. Et d'en dire aussi. Non, si vous voulez, évidemment, il ne peut pas y avoir d'absolu pour Platon, ni morale au sens de pratique, si vous voulez, au sens où il s'agirait des actions des hommes, et encore moins d'absolu politique. Mais ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que justement, l'absolu, on ne le trouve que quand on arrive jusqu'à l'idée de la chose. Et l'idée de la chose, elle ne peut jamais être effectuée dans le monde du devenir, où on est dans l'être, où on est dans le devenir. Alors, dans l'être, on peut dire ce qui est, on peut essayer de comprendre ce qui est. Et là, on se situe dans l'être des choses, dans la réalité des choses. On peut être guidé par cette idée et se référer à elle. Par exemple, la justice, on sait très bien. Platon est le premier à dire « aucun homme n'est juste, aucune institution n'est juste, aucune constitution ne sera parfaitement juste ». Pourquoi? Parce que dès que ça devient, ça va s'altérer, ça va bouger, ça va changer, et en mieux ou en pire, peu importe. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir d'acte ou d'institution réellement juste, parce que tout acte et toute institution seront toujours par un côté un peu injuste. Comme rien n'est beau parce que tout ce qui est beau est par un côté un peu laid. La fameuse phrase, la plus belle des femmes sera toujours laide si on la compare à Aphrodite. Hein. Bon, il y a que une déesse pour être parfaitement belle. Aucune femme n'est vraiment belle. Rien n'est vraiment beau, rien n'est vraiment juste, etc. Si on est dans l'empirique, si on est dans le devenir. Par conséquent, le philosophe le sait très bien, mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, selon Platon, s'il a été précisément convenablement éduqué, c'est-à-dire si on lui a rendu justice, si on lui a donné ce dont il avait besoin pour rester philosophe et faire ce qu'il avait à faire. Là, il a une dette du même coup envers la cité, c'est pour ça qu'il doit redescendre. Dans les autres régimes, il ne doit rien à la cité. Il n'est pas du tout obligé de gouverner ou de faire de la politique. D'où cette espèce de, si vous voulez, de différence entre Socrate et Platon. Socrate s'est trompé dans la mesure où il a cru qu'il pouvait avoir sa place dans la cité, parler dans la cité, avoir une parole sur l'agora, donc sur la place publique, une parole publique quand même, sans avoir de pouvoir, aucun pouvoir. Platon a compris que c'est cela que Socrate était mort. Bon, et que par conséquent, le philosophe, s'il n'a pas le pouvoir, il faut qu'il se taise. En tout cas, qu'il se taise dans la cité. Il peut parler dans son école. Il a ouvert une école, hein, bon, comme vous le savez, l'académie. Là, on peut parler et essayer de former des gens qui ensuite pourront continuer, etc. Mais la parole du philosophe ne peut pas être entendue. Elle est tout de suite déformée.
elle est tout de suite incomprise, etc. Dans les cités telles qu'elles sont, c'est inévitable, c'est impossible autrement. Parce que les opinions, on croit savoir, on croit avoir compris, on va toujours très vite, on a toujours des opinions avant même de commencer à réfléchir 30 secondes à ce dont on vous parle, etc. Par conséquent, les philosophes ne doivent redescendre, et quand ils vont redescendre dans la caverne, eux, ils vont bouger dans la caverne, ils ne vont pas être enchaînés. Hein, ils ne vont pas s'asseoir à côté et se mettre des petites chaînes, ils vont faire le contraire. Bon, alors, ils vont essayer, cela dit, comme dans la Maison Blanche, c'est ça l'histoire de la Maison Blanche, elle était une histoire très, très, très platonicienne. C'est que il essaie de faire tout ce qu'il peut pour qu'il y ait un peu plus de justice, pour que les hommes comprennent un peu mieux ce qu'ils font, pour que ce qu'ils font soit un peu plus compréhensible et un peu plus de sens. Puis c'est raté. À la fin, il dit on a fait tout ce qu'on a pu, et puis bon, ils étaient partis, comme vous savez, avec beaucoup de bonnes intentions, et puis c'était pas possible. S'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, c'est déjà pas mal. Quand ils auront atteint 50 ans, ceux d'entre eux qui seront restés intacts et auront excellé de toutes les manières et en tout point dans l'action et dans le savoir, il faudra enfin les pousser vers le terme et les contraindre, en relevant ce qu'il y a d'éclatant dans leur âme, à porter leur regard sur ce qui procure de la lumière à toute chose, et à regarder le bien lui-même, pour avoir recours à lui, comme à un modèle, et ordonner à la fois la cité, les particuliers et eux-mêmes pendant le reste de leur vie, chacun à son tour. Qu'ils consacrent la plupart du temps à la philosophie, mais lorsque vient leur tour, qu'ils viennent trimer dans les choses politiques, et que chacun dirige dans l'intérêt de la cité, en faisant cela non pas comme quelque chose d'honorable, mais comme une tâche nécessaire. Qu'ainsi, ayant éduqué à chaque fois d'autres hommes pour les rendre tels qu'eux-mêmes, ils les laissent à leur place comme gardiens de la cité et partent résider dans les îles des bienheureux. Et que la cité leur accorde des monuments et des sacrifices à frais publics comme à des génies, si toutefois la pitié l'approuve, et sinon, comme à des êtres à la fois heureux et divins. Son histoire a commencé par marcher derrière son dos et rentrer dans les cafés en parlant à demi-mot. Et pendant qu'il buvait, son histoire s'en allait en laissant comme pour boire des on dit sur le comptoir. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Les maisons de sa ville ont les yeux de rideau, blanc regard qui le file et se cloue dans son dos. C'est la ronde assassine qui l'étouffe et l'efface, met son cœur en vitrine et son nom sur la glace. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Le combat du bien contre l'opinion, le combat du savoir contre le on dit, c'est Édith Piaf qui le chante. Vous écoutez France Culture, il est 10h34. Vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons de Platon toute cette semaine, de la République de Platon, et aujourd'hui de cette notion platonicienne, même si elle ne figure pas dans le texte, de philosophe roi, avec la philosophe reine Monique Dixot. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Un couteau de méfiance est planté parce que on l'achève en silence avec des parce que en carreau qu'on découpe, on le pend sur la place, on le brûle, on le coupe en morceaux de grimace. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Monique Dixot, dans le texte qu'on a entendu juste avant Édith Piaf, est extrait du livre 7 de la République. Il y a beaucoup de choses dans ce texte qui sont importantes, et notamment sur cette nécessité pour les philosophes de venir trimer dans les choses politiques. En tout cas, c'est ainsi que Pierre Pachet traduit le texte. On y apprend aussi cette idée que je trouve intéressante, et peut-être on peut en dire deux mots parce qu'elle est importante sur cette notion d'éducation. Le texte commence en disant « C'est quand ils auront atteint 50 ans que certains d'entre eux qui seront restés intacts et auront excellé dans toutes les manières, dans l'action et dans le savoir, quand ils auront atteint 50 ans, ils devront redescendre dans la cité et s'occuper des affaires politiques. » Et juste avant, il dit qu'il faut attendre à peu près 30 ans avant de devenir bon dialecticien. On est là sur un temps extrêmement long qui déjà exclut la plupart d'entre nous de cet exercice-là et de la dialectique et de la philosophie. Mais cette unité de temps donne bien
à saisir toute l'éducation qui doit être mise en œuvre avant que le philosophe puisse redescendre dans la cité. Oui, alors le paradoxe justement du programme d'éducation, c'est qu'il s'agirait de former les meilleurs gouvernants de la meilleure des cités, c'est-à-dire de la cité qu'il faudrait prendre pour modèle pour échapper à la tyrannie. Donc, j'insiste là-dessus. C'est qu'en formant les meilleurs gouvernants, etc., on forme des gens qui n'ont aucune envie de gouverner. C'est exactement pour ça qu'il faut que ce soit eux qui gouvernent. Autrement dit, les philosophes, si on les laissait tranquilles, ils ne redescendraient pas. Bon, c'est clair. Ils continueraient à faire quoi ? Ils continueraient à philosopher. C'est ça qui les intéresse. Pourquoi c'est ça qui les intéresse ? Parce que là, ils apprennent quelque chose. Et c'est là qu'ils sont contents, quand ils comprennent quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris. Quand ils apprennent quelque chose de différent. La politique ne leur apprendra rien. Bien au contraire, c'est l'histoire de la Maison Blanche. La politique, non seulement ne va rien leur apprendre, mais même, ça va être très douloureux, parce qu'elle va leur apprendre que ils peuvent se guider sur une connaissance, la connaissance qu'ils ont essayé péniblement longtemps, comme vous avez dit, 50 ans, d'acquérir, de savoir ce qui est bon, ce qui est bon de faire dans certaines circonstances, etc. Mais une fois qu'ils croient avoir compris, ils s'aperçoivent que, il faut encore réfléchir, encore modifier, encore ajuster, encore faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, ce sont des hommes. Et des hommes, c'est vraiment, je crois, fondamental pour comprendre Platon, c'est que sa politique est totalement inséparable de ce qu'on appelle une anthropologie. On ne peut pas comprendre la politique de Platon si on ne commence pas par comprendre bien ce que c'est que cet animal humain auquel la politique a affaire. Et justement, l'analyse des forces en présence dans l'âme des hommes, Platon dit que la partie raisonnable, qui peut comprendre ce qu'on lui dit, qui cherche même à comprendre quelque chose, cette partie-là, elle est toute petite. Elle serait en image un tout petit homme, donc c'est ce qu'il y a d'humain dans l'homme, mais ce qu'il y a d'humain dans l'homme, c'est une toute petite partie, parce que il y a un lion, il y a là une espèce d'ardeur, d'envie de pouvoir, d'énergie, d'envie d'agir et de foncer, si vous voulez. Le lion, déjà, c'est pas mal, mais surtout, il y a une hydre. Et cette hydre, c'est l'hydre de tous les appétits, tous les désirs qu'on peut avoir, certains qui sont absolument nécessaires, à manger, boire, etc., d'autres qui sont terrifiants. Bon. Et de toute façon, quand il y en a un si on coupe une tête, il y en a 25 qui repoussent par conséquent. Et ça, l'hydre, en général, comme je disais tout à l'heure, c'est celle qui domine. Ça veut dire que ce qui domine dans une âme d'homme, ce n'est pas quelque chose d'humain. L'homme est quelque chose qu'il faut humaniser. Et qu'est-ce que vous entendez par humain, lorsque vous dites ce qui domine dans l'homme n'est pas quelque chose d'humain ? Non, l'homme n'est pas humain. L'homme est un animal pour Platon, même dans la politique, c'est un bipède sans plume. Mais alors, qu'est-ce que l'humain ? Est-ce que l'humain est le philosophe ? L'humain, c'est cette capacité d'apprendre et de comprendre. C'est le logos, la raison. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est ça qui va rendre, si vous voulez, si vous ne développez pas ça, vous allez avoir, et évidemment, la mort de Socrate n'est pas pour rien là-dedans, mais aussi les guerres. Quand même se souvenir un peu. Je veux dire, les guerres grecques, c'était en petit, mais à chaque fois la même chose que la guerre de 14. Ils s'exterminaient, mais allègrement, ils exterminaient des villes entières. Alors tout compris, femmes, enfants, animaux, etc. C'était féroce. Mais l'homme, c'est un animal. Platon dit que c'est l'animal qui peut être le plus féroce de tous les animaux que la Terre ait jamais porté, mais qui peut aussi être le mollusque le plus mollusque, le plus invertébré, le plus lâche que la Terre a jamais porté aussi. Bon, c'est pas une espèce fixée, l'espèce humaine. C'est une espèce qui peut basculer et qui peut mimer presque toutes les espèces animales, en tout cas, en gros. Et justement, c'est pour ça qu'il faut arriver à faire, c'est ça que sert l'éducation, à rendre humain
ces petits animaux en puissance et à les humaniser. Avec quoi on va les humaniser? Avec 2 choses. La discipline du corps, la gymnastique, le sport, si vous voulez, et puis la discipline de l'âme, la musique, c'est-à-dire pour la Grèce, la musique, c'est la poésie, la littérature, etc. Enfin, bon, tout ça. Ça, c'est la première éducation. Et alors là, on force le corps et l'âme des enfants à avoir un rythme juste, donc à maîtriser, donc à devenir humain. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, gymnastique. Gymnastique, gymnastique, gymnastique. Si je faisais du sport, je deviendrais beau et fort. Gymnastique, gymnastique. Mais pour être beau et fort, il faut faire des efforts. Ne plus manger de porc, renoncer au roquefort. La gymnastique, c'est physique, c'est technique. On s'applique, on est fantastique. Et on se détend, stop de plus, c'est pas fini. On ne fait plus de chichi. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, la musique. Monique Dixot, c'est donc que l'homme, pour devenir homme, ne doit pas simplement suivre celui qui sort de la caverne pour regarder le soleil, suivre l'idée de bien, atteindre la vérité, mais également se développer de manière corporelle, vous l'avez dit, physique, et donc modeler ce qui lui est donné par la nature afin de le hisser vers quelque chose qui le fasse ressembler le plus possible à un humain. C'est donc que l'homme dont parle Platon n'est pas uniquement un homme contemplatif, déjà parce qu'il doit revenir dans la cité, et aussi parce que ce n'est pas seulement la connaissance théorique qui le guide, mais aussi cet assemblage entre son âme, son esprit et son corps qui lui devient au service même de l'âme. Alors, si vous voulez, il y a des mots qui sont dangereux de prononcer à propos de Platon. Par exemple, contemplation, c'est le titre d'un beau livre d'ailleurs du père Festugière qui s'appelle Contemplation, vie contemplative chez Platon. Mais penser, philosopher, réfléchir, ça n'est pas contempler. Je veux dire, si par contempler, vous pensez que vous vous asseyez, que vous regardez. C'est au contraire, c'est pénible, c'est difficile. C'est la montée escarpée qui vous fait. Je reviens toujours à la caverne. Hein. Bon, pour sortir, ça n'est pas facile du tout. Et surtout, à la fois c'est difficile, parce que c'est difficile de réfléchir, parce que il faut, surtout la façon dont Platon se représente la pensée, mais je crois que la façon dont il se représente la pensée, c'est la pensée. C'est-à-dire qu'il faut se faire des objections, on se trompe, on revient, on rectifie, on essaie de mieux comprendre ce qu'on a essayé de se dire à soi-même, puis de le faire comprendre aux autres, etc. C'est difficile. Et non seulement c'est difficile, mais vous avez dit, il suit personne, le philosophe. On le force à sortir, mais jamais Platon ne dit qu'il suit quelqu'un. Bon, en fait, un philosophe, s'il sort, il sort tout seul. Il peut y en avoir 25 qui sortent, hein. C'est pas exclu du tout. Et d'ailleurs, jamais Platon, c'est pour ça que le philosophe roi, ça veut rien dire. Il peut y avoir, s'il y a 25 philosophes, si une cité a le bonheur de voir naître 25 philosophes, c'est un pur hasard, hein, s'il en est dès qu'ils sont capables, si je dire. Bon, ben, les 25 devront régner. Je veux dire, il faut mettre ça au pluriel. Hein. Bon, c'est pas une monarchie, la cité de Platon, la République de Platon. Bon, mais le philosophe, quand il sort, il est tout, même il y en a 25 qui sortent en même temps, chacun est tout seul. On est tout seul quand on réfléchit. Bien sûr, on a besoin que on vous fasse des objections, etc. Mais au bout du compte, il faut quand même que, si on vous pose des questions, ces questions, vous les fassiez vôtres et que vous découvriez les réponses tout seul. Bon, un philosophe, c'est seul. Et c'est pour ça que c'est pas facile de sortir de la caverne. Dans la caverne, pourquoi est-ce que le prisonnier, au début, il a bien envie d'y retourner dans cette caverne ? Parce que là, on est ensemble. Et c'est la communauté des opinions fausses sur des fantasmes et sur des pures apparences, mais ça fait une communauté. On applaudit aux mêmes choses, on s'afflige des mêmes choses, on est à peu près d'accord. Si on se dispute, bon, finalement, on est quand même ensemble. On est dans une société à laquelle on appartient. Le philosophe est obligé de s'en extraire. Et ensuite, quand il y retourne,
il s'y intègre à moitié. Mais c'est pour cela qu'il est particulièrement apte à gouverner, nous dit Platon. C'est parce qu'il a un rapport désintéressé au pouvoir et à la collectivité qu'il peut exercer justement ce pouvoir-là. Bien sûr. Et c'est aussi parce que le pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, ne l'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. C'est une des phrases, une des premières phrases de Platon qui m'a donné envie de passer ma vie à lire. C'est que justement, il faut donner le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas. C'est la seule manière de bien gouverner. Bon. Mais oui, mais d'accord. Mais alors dans ce cas, est-ce que le paradoxe, il n'y a pas un paradoxe dans le fait que ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas les connaissances du philosophe, qui doivent comprendre que c'est parce que le philosophe ne veut pas le pouvoir qu'ils doivent l'avoir. Est-ce que dire cela ne présuppose pas que le peuple lui-même soit déjà éduqué? Si vous voulez. Ce qui est difficile, c'est qu'on joue toujours sur deux tableaux. On joue sur le tableau. Platon est en train de tracer un modèle. Un modèle, quand il s'agit par exemple de la justice, etc., c'est une idée. Le modèle, c'est l'idée elle-même de justice. Quelle que soit la civilisation, si vous voulez, qui décide de ses institutions judiciaires, quand elle en a, il faut bien qu'elle se réfère à quelque chose, tout en sachant qu'elle ne fera jamais qu'approcher. Je veux dire, un juge, quand il juge, il essaie d'être, dans le meilleur des cas, je vous l'accorde, mais enfin, admettons, il essaie d'être le plus juste possible, mais le plus juste possible, c'est impossible. C'est-à-dire que être juste, c'est impossible, plus exactement. On peut essayer d'être le moins injuste possible. Voilà. Et ça, pour Platon, c'est fondamental. Quand on agit, on ne pourra jamais faire exister, inscrire, si vous voulez, l'idée telle qu'elle. Donc c'est plus le rôle d'une idée directrice, régulatrice. Oui. Alors, pour en arriver à la dialectique, je crois, excusez-moi, j'ai dérivé, je crois que c'était votre question. Pourquoi 50 ans ? Parce que la dialectique, c'est une arme. C'est une arme très dangereuse, et c'était une arme aux mains des sophistes grecs, comme on sait. C'est toujours une arme. Hein. Bon, ça, comme on disait à mon époque, ça peut casser des briques. Bon, et oui, la dialectique peut-elle casser des briques ? Oui, elle peut démontrer n'importe quoi. Bon, si on s'y prend bien, on peut démontrer n'importe quoi. Donc, il n'y a que écouter une campagne électorale, par exemple. Bon, c'est une arme. C'est une arme puissante parce que elle est capable d'établir des distinctions pertinentes ou pas pertinentes, mais qui ont l'air pertinentes, etc. De donner des définitions, enfin tout ce que vous voulez. Et donc d'être convaincante, d'être persuasive. Mais c'est une arme très dangereuse en ce sens, et par conséquent, bien, il faut être certain que ceux qui en disposent seront assez mûrs pour la manipuler comme il faut. Merci beaucoup Monique Dixot d'être venue nous parler de Platon aujourd'hui. C'est donc avec le chant de l'âme que nous terminerons cette émission. Merci de nous avoir présenté votre Platon que vous dites non chrétien. Et en effet, c'est vrai que la lecture que vous proposez de Platon fait de l'homme de Platon un homme très humain au fond, et non pas récupéré par une idée ou une fin qui le couperait de toute forme d'humanité. Mais il nous faut redescendre dans la sphère des humains pour retrouver le journal de la philosophie. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver François Noudelman. Bonjour François. Bonjour Adèle. La politesse est parfois réduite au respect de quelques conventions.
mais elles reflètent des attitudes très différentes, de l'indifférence à la cruauté, du conformisme à la générosité. Camille de Vulpillière nous propose une réflexion sur la politesse dans « Dis merci à la dame », que signifie la politesse, paru aux éditions Flammarion. Camille de Vulpillière, bonjour. Bonjour monsieur. Ah, bonjour monsieur, vous me dites, mais vous êtes vraiment poli. C'est rare qu'on me dise bonjour monsieur. Voilà. Alors qu'est-ce que je devrais vous dire? Bonjour mademoiselle, mais aujourd'hui on ne dit plus, paraît-il, mademoiselle. Je ne sais pas. Est-ce que vous regrettez qu'on ne dise plus mademoiselle? Qu'on ne dise plus cela? Je crois que c'est un usage qui est quand même encore largement en vigueur. Je sais pas il va disparaître des papiers officiels, mais c'est pas exactement la même problématique. Donc c'est important de conserver quand même des usages pour être dans une certaine politesse? Oui, mais je crois que le fait qu'un usage particulier disparaisse ne signifie pas que les usages dans leur ensemble disparaissent, sera forcément remplacé par un autre. C'est plutôt que la distinction entre femmes mariées et femmes célibataires perd un peu de son sens. Bien sûr. Alors, ce livre est un essai tout à fait original, issu d'ailleurs de votre travail de Master 1. C'est dire que vous êtes toute jeune et que vous vous lancez comme ça dans une réflexion philosophique à propos de quelque chose d'ordinaire qui est comment on doit être poli dans la vie. Alors, vous dites qu'en fait, il y a un passage de l'explicite à l'implicite. L'explicite, ce sont les règles, en quelque sorte, des bonnes manières, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, que sont les bonnes manières par rapport à la politesse au sens plus large? Eh bien, il me semble que les bonnes manières, c'est au fond ce qui peut être systématisé et exposé, par exemple, dans un manuel de bonnes manières, ce qu'on peut apprendre par cœur. Donc, l'aspect, la version historique particulière de la politesse qui, elle, serait... qui peut prendre plusieurs formes, toutes sortes de formes au fil du temps, mais qui au fond repose, en mon sens en tout cas, sur des procédés toujours semblables. Voilà. Et il y a un implicite, c'est-à-dire que par exemple, je pourrais ne pas forcément respecter toutes les règles d'usage, mais malgré tout être poli avec vous. C'est quoi la différence entre justement ce respect un peu trop figé des règles qu'on pourrait apprendre dans un manuel, manuel des bonnes manières, et une politesse qui touche plus à la relation humaine? Mais il me semble que là, il faut distinguer deux ambitions de la politesse. La première, qui me semble la plus fondamentale, qui a pour objet au fond, de permettre l'harmonie dans une relation. Et donc à ce titre, elle peut prendre toutes les formes possibles selon la relation elle-même, et une ambition plus socialement marquée, disons, puisque la politesse s'appuie généralement en tout cas historiquement, sur des normes défendues par la classe sociale qui, par définition, par son oisiveté, disons, a la plus d'heures de sociabilité, donc a pu codifier cela. Alors précisément, Camille de Vulpillière, vous évoquez la classe sociale, et on sait bien que les bonnes manières sont aussi un moyen de distinguer entre les classes. Il y a des effets de reconnaissance sociale. La maîtrise des codes mondains permet de dire, tiens, voilà quelqu'un de poli, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui peut entrer dans mon salon. Et donc y a-t-il, à ce moment-là, on peut dire, une relativité de la politesse qui n'est qu'un faire-valoir d'une position sociale, ou bien doit-on essayer de sauver la politesse de cette identification à des codes sociaux? Et il me semble que précisément, en fait, cette distinction entre la politesse comme arme sociale et la politesse comme adjuvant à une relation recouvre la distinction que vous avez faite au début entre l'explicite et l'implicite, puisqu'au fond, ce que décrit un manuel de savoir-vivre, c'est les codes mis en œuvre par une classe sociale précise. Alors que la politesse prise au sens peut-être plus théorique, je ne sais pas, mais n'est pas essentiellement tributaire de ces codes. D'accord. Alors si on essaye philosophiquement d'approcher ce qu'elle dit, cette politesse, vous avez un chapitre qui insiste sur le se tenir, le bien se tenir correctement, qui implique donc que la politesse soit une forme de maîtrise de soi. Est-ce à dire que la politesse polie la nature asociale de chacun? C'est son ambition affichée, en tout cas. Il me semble qu'elle a eu historiquement comme rôle de faire reculer la violence dans la société. Et c'est pourquoi elle repose essentiellement sur une maîtrise de soi. Mais il y a une deuxième dimension de la politesse qui est aussi fondamentale et qui est moins tributaire de son origine historique, qui correspond plutôt à la volonté d'entrer en contact. Donc les deux sont liés, bien évidemment, mais... Alors si je me faisais l'avocat du diable et des impolis,
je ne sais pas comment les appeler. Bon, il y a les sauvageons, les rebelles, mais aussi ceux qui valorisent l'impolitesse. Je me souviens d'un entretien, c'était entre Duras et Godard, et Duras disait oui, mais nous en fait, on est des gens mal élevés. On est mal élevés, c'est-à-dire qu'on ne joue pas le jeu. C'est ce qui nous rapproche. Donc, n'y a-t-il pas aussi l'éloge à faire peut-être de l'impolitesse? Est-ce que vous pouvez faire une place à l'impolitesse dans votre traité de la politesse? Il me semble que l'impolitesse peut être défendue dans la mesure où elle a pour objet de dénoncer précisément le dévoiement qu'on peut faire de la politesse comme arme sociale. Après, je suis pas sûre que le refus radical de la politesse ne peut pas être maintenu jusqu'au bout, j'imagine, si jamais il s'agit de toute manière d'entrer en contact avec ses semblables. Oui. C'est-à-dire que le fait de dire le fond de sa pensée de la manière la plus brutale et la plus spontanée qui soit finit toujours par créer des problèmes. Oui. Est-ce que quelqu'un d'aussi jeune que vous, justement, n'est pas tenté parfois par l'impolitesse, si c'est un fait de génération, je ne sais pas? Je ne sais pas si on peut dire que c'est c'est traditionnellement un reproche qu'on fait à la jeunesse, évidemment, mais... L'emploi du mot sauvageon, d'ailleurs, est bien typique de ce famille-là. Oui. Est-ce que vous êtes tenté d'être impoli de temps en temps? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que mais c'est d'ailleurs le point de départ que j'ai adopté, c'est le fait que la politesse est avant tout conçue comme un système de contraintes. Et c'est ce qu'elle est de fait, mais il me semble que si on voit un peu plus loin, on est obligé de se rendre compte que, quoi qu'il en soit, disons que il me semble que la définition de fond de la politesse, c'est un système de codification des émotions. Donc même en refusant une forme historique de politesse, on va forcément adopter une codification même autre, même contradictoire. Si on essaye de donner une grande extension philosophique à la notion de politesse, on peut peut-être se référer à Lévinas, qui faisait du « après vous », je le cite, la plus belle définition de notre civilisation. Le fait de dire à quelqu'un devant une porte « après vous », ce petit geste poli, en fait, il en fait, de manière hyperbolique, le geste suprême de l'humanité. Est-ce que ça vous paraît légitime ou bien est-ce un peu abusif que de fonder l'humanité sur cet après vous? Disons que c'est une formule, la formule est belle, mais il me semble que ce qu'il définit là-dedans, c'est l'ouverture d'un espace qui permet de reconnaître son vis-à-vis d'une manière harmonieuse. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est quelque chose dont on peut faire l'éloge, en effet. Dernière question, Camille de Vulpillière. La politesse est-elle un idéal ou au contraire est-elle la peur de ce qui, au fond, est la brutalité de la vie? C'est-à-dire est-ce que c'est un moyen de masquer cette brutalité ou bien s'agit-il véritablement d'idéaliser à travers elle la possibilité d'un rapport humain harmonieux et généreux? Il me semble que, au niveau individuel, la politesse a une véritable efficace. C'est un système de traduction très fin. De ce point de vue-là, ça ouvre vraiment un espace de liberté. En revanche, si on adopte un point de vue, disons, plus collectif ou politique, en faire un idéal me paraît largement insuffisant. Risqué, si ce n'est dangereux. Merci Camille de Vulpillière. Je rappelle le titre de votre livre, « Dis merci à la dame, que signifie la politesse ?» paru aux éditions Flammarion. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr. Merci François, ainsi s'achève les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit derrière le micro des nouveaux chemins. Philippe Petit qui sera en direct depuis le Salon du Livre, vous parlera de pieds noirs, ou plus exactement les pieds noirs qui sont restés en Algérie après l'indépendance, pour en parler avec lui, l'écrivain Pierre Daume, auteur de Ni valise, ni cercueil, paru aux éditions Actes Sud. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine spéciale Éric Rohmer. Philosopher avec Éric Rohmer, ce sera le défi de la semaine prochaine. Manu chez Maud, Pauline à la plage, Conte d'été, Conte d'hiver, Le signe du lion. Voici quelques-uns des films dont nous parlerons la semaine prochaine et ce sera l'occasion pour nous de montrer une nouvelle fois que la philosophie se porte très bien à l'écran. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des nouveaux chemins. Vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission de ce jour et toutes les indications musicales. Et vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'installer dans votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.